Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du module chargé de recrutement. Cette séance vidéo s'intitule « Contrat alternatif et contrat des travailleurs étrangers ». Alors nous avons évoqué dans une précédente vidéo les différentes formes de contrats de travail qu'il était donc possible de mettre en place lorsque l'on décide de recruter un nouveau salarié. On a vu qu'il existait donc deux grandes formes classiques, le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée ou l'emploi temporaire qui prend donc la forme soit du CDD, soit du contrat de mission. Et on avait également évoqué des contrats hybrides qui étaient à mi-chemin entre le CDI et le contrat temporaire. Dans cette vidéo, on va aller encore un petit peu plus loin dans les différentes formes de collaboration qu'il est donc possible de mettre en place entre une entreprise et un salarié. Et on verra éventuellement avec des personnes qui ne seraient pas salariées, puisque finalement, eh bien, la relation de travail, elle peut s'établir autour de différentes formes de contrats. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette séance. Dans un premier temps, on évoquera les contrats alternatifs et dans un second temps, nous nous intéresserons aux contrats des travailleurs étrangers. Alors, en ce qui concerne les contrats alternatifs, eh bien, je dirais, ils se mettent en place soit en fonction donc d'une organisation de travail, soit pour répondre à un besoin bien particulier, soit pour réussir à faire un temps plein et donc avoir peut-être plusieurs employeurs. Bref, il existe différentes formes de contrats. Et donc, on va commencer notamment par parler du contrat à temps partiel, puisqu'il s'agit là donc d'un contrat spécifique qui va s'appliquer aussi bien au CDI qu'au CDD. Et la particularité du contrat à temps partiel, eh bien, c'est sa durée. Il faut pour désigner un contrat comme étant un contrat à temps partiel que le temps de travail soit inférieur à 35 heures par semaine ou 151,66 heures par mois ou 1607 heures par an. Le fait que l'on soit en deçà de ces durées donc, justifie cette notion de contrat à temps partiel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une durée plancher pour le contrat à temps partiel. Légalement, la durée plancher minimum, donc c'est une durée de 24 heures par semaine. Il est tout à fait possible que par convention ou par accord de branche, eh bien, cette durée soit différente. Mais s'il n'y a pas de tels accords, eh bien, un contrat à temps partiel doit avoir donc une durée minimum de 24 heures par semaine. Autre contrat particulier, c'est le contrat de travail intermittent. Alors, il aura la spécificité, ce contrat de travail, d'alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. La condition pour pouvoir recourir à ce type de contrat, eh bien, il faut que l'employeur ait une activité économique qui soit toujours soumise aux mêmes fluctuations d'année en année. Et donc, ça peut être donc des activités qui sont liées au rythme scolaire, au tourisme, au spectacle, au cycle des saisons. Et dans ce cadre-là, il est donc possible de conclure ce contrat de travail intermittent. Alors, le principe dans ce type de contrat, c'est que finalement, le temps de travail est annualisé. Et pas seulement le temps de travail, mais également la rémunération. Ça veut dire que le volume d'heures prévu, même s'il est prévu uniquement sur un certain nombre de mois, eh bien, ce volume d'heures est annualisé et la rémunération également sera annualisée. Dans les contrats alternatifs, on a ceux qui vont répondre à des besoins de formation. Et donc, notamment, on en a deux, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Alors, le contrat d'apprentissage, eh bien, c'est un accord, un contrat qui est conclu entre un employeur et un jeune qui désire se former avec un partage de son temps entre l'entreprise employeur
et un CFA, c'est-à-dire un centre de formation des apprentis. Et donc, ce contrat d'apprentissage, il peut être conclu en CDI ou en CDD. Et lorsqu'il est conclu en CDD, eh bien, il est encadré dans la durée qui va varier entre 6 mois et 4 ans au maximum dans des cas particuliers. En ce qui concerne le contrat de professionnalisation, c'est encore une autre forme de contrat. Et là, il s'agit d'un accord conclu entre un employeur et un salarié qui également désire se former avec un partage de son temps entre un organisme de formation et une entreprise. Là encore, le contrat, il peut être en CDD avec une durée comprise entre 6 mois et 24 mois ou bien un contrat en CDI. Dans les différentes formes de travail, eh bien, on a vu émerger le multisalariat. Et donc, c'est une forme de collaboration qui, depuis quelques années, prend de l'ampleur, qui répond à des besoins et à des enjeux de flexibilité pour les entreprises, mais également donc, qui va permettre aux salariés bien généralement de pouvoir accéder à un temps de travail qui sera l'équivalent d'un temps plein. Alors le principe du multisalariat, eh bien, c'est que le travail est effectué pour le compte de plusieurs employeurs en partageant son temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires. Ça veut dire que le salarié a plusieurs contrats de travail avec différents employeurs. Et donc, généralement quand même, je dirais, on a entre 2 et 3 employeurs maximum. Bien souvent, c'est 2. Ça permet de faire un temps plein de 35 heures. Et puis, il faut aussi également donc, tenir compte du fait que lorsqu'on est en multisalariat, eh bien, pour le salarié, ça peut être compliqué de s'organiser, de jongler avec les différents employeurs. Mais c'est toutefois autorisé. Donc, on a cette possibilité-là de partage de son temps de travail. Une règle d'or qui doit être respectée dans le cadre de multisalariat, c'est d'éviter le conflit d'intérêts. Effectivement, on peut avoir des employeurs qui peuvent relativement être sensibles ou sceptiques à l'idée du multisalariat, notamment pour des raisons de confidentialité. Et donc, il ne faut qu'il y ait bien évidemment aucun conflit d'intérêts entre les différents employeurs, entre les différents postes sur lesquels un même salarié va travailler chez différents employeurs. L'avantage également donc, pour le salarié, c'est que en ayant plusieurs employeurs, eh bien, imaginons qu'il se fasse licencier par l'un de ses employeurs, eh bien, d'une part, il sera donc toujours bien évidemment en contrat avec l'autre employeur, mais s'il se fait licencier, eh bien, il pourra bénéficier donc, des ACDIC dans le cadre de son licenciement et également donc, toucher une partie de ces ACDIC et donc toucher le salaire correspondant donc, au contrat de travail qui est toujours en vigueur avec l'autre employeur. Un petit peu dans la même lignée du multisalariat, mais toutefois différent, on a la notion de temps partagé. Alors là également, donc c'est sur la base d'un temps plein, une personne, un salarié qui va également partager son temps entre différentes entreprises. La différence, c'est que ces entreprises appartiennent à un même groupement et que la personne va donc être disponible pour les différentes entreprises du groupement tout en respectant donc la durée de 35 heures hebdomadaires. Donc, dans ce cas-là, eh bien, le salarié, il est embauché par le groupement. Dans les contrats alternatifs, également, on va trouver, dans les relations de travail, une forme de travail qui est l'emploi indépendant. Dans l'emploi indépendant, on va donc en citer deux. La première forme, donc c'est le freelance. C'est une personne en freelance, c'est une personne qui est établie
dans un régime de micro-société. Donc ce n'est pas une personne qui sera salariée, c'est une personne indépendante et qui va vendre sa prestation intellectuelle. Alors généralement, un freelance, eh bien, il va intervenir dans les domaines informatiques, artistiques et fera donc des missions freelance ponctuelles qui ne sont pas représentatives d'une activité récurrente et donc qui ne génèrent pas de revenus fixes. Bien évidemment, donc c'est la difficulté de l'emploi indépendant, c'est que on n'a pas de garantie de mission et donc on n'a pas de garantie de rémunération. Donc c'est ce qui fait une grosse différence entre l'emploi indépendant et l'emploi salarié. Donc dans cet emploi indépendant, le freelance en est l'une des formes. L'autre forme de l'emploi indépendant, c'est le dispositif auto-entrepreneur. Alors c'est un dispositif qui est destiné à toute personne physique qui souhaite exercer de manière donc autonome une activité à titre individuel. Donc là également, on est dans cette forme d'emploi indépendant. On a la possibilité donc de cumuler un statut auto-entrepreneur et un statut salarié. Ce dispositif, eh bien, il va présenter un certain nombre de caractéristiques et notamment des avantages à s'immatriculer, à travailler avec ce statut d'auto-entrepreneur. Tout d'abord, il bénéficie donc d'une immatriculation rapide, donc on peut vite se déclarer comme auto-entrepreneur. Il n'y a pas d'obligation de tenue de comptabilité. Il n'y a pas de TVA à facturer. Alors ça, c'est vrai, mais dans la limite d'un plafond, on reviendra sur le plafond de TVA. Et les charges sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc finalement, c'est facile de s'immatriculer auto-entrepreneur. On n'a pas de contraintes comptables et on paye des charges et un impôt sur un montant qui est fixe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires encaissé. On a en contrepartie des inconvénients à ce dispositif. D'une part, on a des cotisations qui sont calculées en fonction du chiffre d'affaires encaissé et non pas sur les bénéfices. Donc, on ne confond pas la notion de chiffre d'affaires et de bénéfices. Là, pour calculer les cotisations, eh bien, ce sera effectivement calculé sur le chiffre d'affaires. En ce qui concerne la TVA, donc on a vu qu'on ne pouvait pas en facturer, mais également, ça veut dire que la TVA sur les achats, on ne peut pas la récupérer, on ne peut pas la déduire. Là également, on est dans le principe du plafond de TVA que l'on va voir juste après. On est dans une gestion autonome, ce qui veut dire que l'auto-entrepreneur travaille seul et uniquement seul. Il ne peut pas recruter un salarié. Et ce dispositif auto-entrepreneur plafonne le chiffre d'affaires. Alors, les plafonds ont été revus depuis le 1er janvier 2018 et aujourd'hui, donc, on a deux plafonds qui existent. Un premier plafond qui concerne la franchise de TVA, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on ne facturait pas la TVA, mais qu'également on ne pouvait pas la récupérer. Donc, cette franchise de TVA, elle s'applique selon des plafonds et selon l'activité de l'auto-entrepreneur. Si l'auto-entrepreneur exerce une activité d'achat-vente, eh bien, cette franchise de TVA s'appliquera jusqu'à un chiffre d'affaires de 82 800 €. Si on est dans une activité de prestation, eh bien, cette franchise de TVA s'appliquera dans le cadre d'un chiffre d'affaires de 33 200 €. Au-delà de ces plafonds, que se passe-t-il ? Eh bien, l'auto-entrepreneur devra facturer la TVA et en contrepartie, également pourra récupérer la TVA sur ses achats. Donc c'est le premier plafond, ce plafond de TVA.
à ce plafond de TVA vient s'ajouter un plafond sur le chiffre d'affaires encaissé et donc qui justifie du statut auto-entrepreneur. Cela veut dire que un auto-entrepreneur peut réaliser dans ce statut particulier un certain chiffre d'affaires qu'il ne devra pas dépasser, et là également, encore une fois, en fonction de son activité. Si on est dans le cadre de l'achat-vente, le chiffre d'affaires encaissé est plafonné à 170 000 €. Si on est dans le cadre de prestations, le chiffre d'affaires est plafonné à 70 000 €. Ça veut dire qu'au-delà de ces deux plafonds de chiffre d'affaires, eh bien, le statut auto-entrepreneur ne pourra plus s'appliquer et donc il faudra basculer à une autre forme de société et probablement s'immatriculer en entreprise. Et donc la personne, l'auto-entrepreneur, ne pourra plus bénéficier donc, des dispositifs simplifiés du statut auto-entrepreneur. Que se passe-t-il donc entre ces deux plafonds? Ça veut dire que dans la limite du chiffre d'affaires encaissé, eh bien jusqu'à 170 000 € d'achat-vente, en ce qui concerne la TVA, eh bien jusqu'à 82 000 €, on est en franchise de TVA. Au-delà de 82 000 €, on appliquera la TVA. Et ce, dans la limite donc, du plafond de chiffre d'affaires de 170 000 € si on prend le cas de l'achat-vente. Donc voilà pour ces dispositions particulières au statut auto-entrepreneur, donc qui présentent des avantages, des inconvénients et qui est donc encadré dans certains plafonds. On a une troisième forme de contrat indépendant, mais qui finalement est une forme de contrat de travail hybride, puisqu'il va cumuler à la fois l'indépendance et le salariat. Et donc, cette forme de travail s'appelle le portage salarial. Et donc, à la fois, on concilie l'indépendance du statut de consultant et la sécurité du statut de salarié. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est mix entre la forme de travail indépendante, la forme de travail salarié. Ce portage salarial, il présente une spécificité. C'est un contrat qui est dans une relation tripartite entre un salarié porté, entre une entreprise de portage et des entreprises clientes. Et donc, de manière indépendante, le salarié porté va décrocher ses missions, réaliser ses missions. L'entreprise de portage salarial encaisse le chiffre d'affaires des missions réalisées et donc en contrepartie va assurer donc, une rémunération à son salarié porté. Et donc cette rémunération, elle sera composée à la fois d'un fixe et à la fois d'une indemnité d'apport d'affaires qui est fixée à 5% de la rémunération fixe du salarié porté. Nous allons donc maintenant nous intéresser au contrat des travailleurs étrangers. Donc là, ce sont des dispositifs bien particuliers qui sont mis en place. On a un premier dispositif qui vise spécifiquement les jeunes diplômés et c'est un dispositif qui s'appelle Jeunes professionnels qui résulte d'accords bilatéraux. Donc la France a conclu une douzaine d'accords bilatéraux, notamment avec le Maroc, la Tunisie, la Bulgarie, l'Argentine par exemple. Et donc les bénéficiaires de ce type de contrat, eh bien, ce sont des jeunes étrangers âgés de 18 à 35 ans et qui vont avoir l'occasion au travers de ce dispositif de valoriser leur expérience professionnelle donc à l'étranger. Alors ce sont des contrats de travail bien particuliers, ils sont limités dans le temps,
une durée minimale de 3 mois, une durée maximale de 12 mois, renouvelable dans la limite de 18 mois. En complément de ces dispositifs pour les jeunes, existent également 2 autres dispositifs pour les travailleurs qui sont les travailleurs étrangers hautement qualifiés. Un premier dispositif qui s'appelle compétences et talents, et donc qui vise à favoriser la circulation des ressortissants étrangers qui ont des compétences et des talents, donc des ressortissants étrangers donc non communautaires, et qui ont des compétences et des talents, avec un projet qui contribue au développement économique de la France et du pays bénéficiaire. Alors pas uniquement un rayonnement économique, hein, également ça peut être un rayonnement social, un rayonnement culturel, humanitaire, sportif. Donc il doit y avoir un projet autour de ce contrat. Et donc ce projet, il doit être clairement établi et bien évidemment, le ressortissant étranger doit être apte à le réaliser. Et le dernier dispositif pour les travailleurs étrangers, c'est un dispositif qui s'appelle Carte bleue européenne et donc qui va viser à faciliter l'entrée, le séjour, le travail en France de ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, donc là aux fins d'emploi hautement qualifiés. Et donc ça vise donc une population bien particulière puisque les critères d'éligibilité à ce type de contrat pour les travailleurs étrangers, eh bien c'est d'avoir au minimum 3 ans d'études supérieures ou 5 ans d'expérience. Alors, ce type de contrat, eh bien, c'est un contrat de travail supérieur ou égal à 1 an. Et également, donc, il doit proposer une rémunération annuelle qui sera supérieure à 53 331 €. Donc, on voit que là, on est sur une strate de travailleurs présentant donc des qualifications et des compétences bien particulières, avec une expérience et une formation déjà très probantes. En conclusion, nous pouvons donc dire que dans un premier temps, le salariat donc, présente différentes formes de contrats alternatifs. Et donc on a évoqué notamment donc, le travail à temps partiel, on a évoqué le contrat de travail intermittent, on a évoqué les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage. Nous avons également parlé du multisalariat. Nous avons également évoqué le temps partagé. Donc toutes ces formes de relations de travail sont des relations de collaboration présentant des particularités du salariat. Dans les relations de travail, nous avons donc également vu que l'emploi indépendant, donc c'était une forme de collaboration qui peut se mettre en place, mais la personne donc est à ce titre indépendante et donc ne bénéficie pas de la sécurité entre guillemets du salariat. Et donc cette forme d'emploi indépendant peut prendre elle peut se réaliser sous 2 formes, en freelance ou en auto-entrepreneur. Et dernier point évoqué dans cette séquence vidéo, les travailleurs étrangers, les jeunes diplômés et les travailleurs hautement qualifiés qui bénéficient en France donc, de contrats bien spécifiques en fonction donc, de leur âge, de leur diplôme pour les jeunes diplômés et de leur formation et de leur expérience pour les travailleurs qui sont hautement qualifiés. Nous en avons terminé avec cette séquence vidéo. Merci à tous et à très bientôt.